Chers lecteurs, bienvenue dans ce making-of de mon livre À l'ombre des micocouliers, une vidéo pour les petits curieux, ceux qui voudraient en savoir plus sur l'histoire dont parle le livre, celle de cet été 44 et du débarquement de Provence. Je vous rappelle que ce livre est disponible sur Amazon en format papier et en format numérique, ainsi qu'en format numérique sur Kobo, et gratuit si vous avez l'abonnement Kobo+. Avant de commencer, je souhaite remercier l'Académie de Nîmes qui m'a attribué son prix littéraire Marty Soir pour l'année 2024 et qui m'ont fait l'honneur de me recevoir et de m'écouter pour la remise de ce prix. Attention, À l'ombre des micocouliers est une œuvre de fiction. Les éléments historiques que je délivre ici ne constituent que le décor de ma narration pour lui donner une vraisemblance. Le roman n'est ni une biographie, même s'il y a des personnages qui ont été inspirés de personnes réelles, ni un documentaire. Le début de mon inspiration, puis de mon enquête historique, c'est elle, Marie-Rose, mon arrière-grand-mère. Par le récit familial, je sais qu'elle est morte pendant l'été 44, victime d'un bombardement à la Seyne-sur-Mer, ville à côté de Toulon. Sur le livret de famille, on voit d'ailleurs cette inscription, victime du bombardement, le 11 juillet 1944, mais nous allons voir que sa mort, avec celle d'une centaine de personnes qui est morte ce jour-là, est un petit peu particulière puisqu'ils ne sont pas morts directement des bombes. En faisant des recherches, je suis tombé sur ce site. Sénois, victime des guerres du XXe siècle, site de Jean-Claude Autran, qui est un historien de la Seyne-sur-Mer et qui œuvre pour la mémoire de cette ville. Lorsque je me suis rendu sur ce site, j'ai retrouvé effectivement le bombardement du 11 juillet 1944, celui qui m'intéressait, puisque c'est celui durant lequel est morte mon arrière-grand-mère. Et on voit qu'il y a toute une liste des 101 victimes qui ont été recensées ici. C'est un travail remarquable. Et on peut chercher par nom, prénom et âge les personnes qui ont été victimes. C'est bien sûr sur cette liste extrêmement triste de la parcourir, d'autant plus qu'on voit qu'il y a tous les âges, toutes les conditions, on peut dire aussi, puisqu'on voit leur profession. Quand on voit les âges, effectivement, on voit aussi de jeunes personnes. On voit 26 ans avait Jeanne, mais il y a des enfants. Il y avait un bébé, Simone avait 18 mois seulement. Louis, 80 ans, un vieux monsieur. Je souligne en particulier les jeunes, voilà, 20 ans pour Raymond, 18 ans pour André. Voilà, quand on parcourt un petit peu, Anna avait 20 ans également. Dominique, 9 ans. De tous les âges, André, 2 ans. Joseph, 22 ans. Roger, 18 ans. Josette, 2 ans. C'est quand même impressionnant. En tout cas, c'est vertigineux. François, 20 ans. Jean, 23 ans. Claude, 6 ans. Et Emmanuel, 18 ans. C'est assez troublant de voir cette quantité de jeunes victimes, bien que toutes les victimes soient à déplorer. Et regardez, j'ai trouvé ici mon arrière-grand-mère, Taxi Marie, Marie-Rose, qui est née Camaille, qui est née aux Arcs en 1898. À l'époque du bombardement, elle avait 46 ans. Et je vois ici, chose que je ne savais pas du tout, elle habitait le quartier Saint-Jean de la Seyne et en particulier on voit même son adresse à la Seyne, la rue Victor Hugo. Quand on se rend à la Seyne et en particulier qu'on cherche la rue Victor Hugo, on atterrit sur cette rue qui fait partie du quartier, du vieux quartier attenant au quai, attenant au port de la Seyne, et on voit que c'est une rue qui appartient à un quartier populaire et que mes arrière-grands-parents viennent d'une condition plutôt modeste et qui a connu la pauvreté, en particulier durant la guerre.
Alors, en quoi consiste ce bombardement et comment ces victimes en sont mortes? Eh bien, je le savais par l'histoire familiale, mais il se trouve que mon grand-père avait découpé dans Var Magazine un article qui commémorait cet événement. Et on peut le voir ici, le 11 juillet 44, 94 personnes, alors le chiffre est différent ici, qui tentaient de se protéger des bombes, trouvent une mort effroyable dans la galerie de l'émissaire commun. Alors l'émissaire commun, eh bien, ce sont les égouts. Alors ils étaient en construction à l'époque depuis très longtemps, donc ils n'étaient pas encore en service. Il n'y avait pas les boues qui s'évacuaient lorsque les personnes y sont entrées. C'était en construction et ils ont utilisé cet émissaire, cette galerie, ce tunnel, comme abri contre les bombardements. Mais c'est un lieu qui ne s'y prêtait pas vraiment. Et c'est ce qui a causé la mort de ces personnes, puisque lorsque l'alarme de fin a retenti et qu'ils sont sortis, une nouvelle alarme a sonné qui annonçait d'autres bombardements. Et donc tout le monde, dans la panique, a essayé de rentrer alors que les gens étaient encore en train de sortir. Et donc il y a eu des bousculements, des piétinements. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça, écrasées les uns sur les autres. Les corps étaient enchevêtrés. C'était terrible. Dans ce petit extrait de l'article, il y a quelques détails qui sont émouvants, qui sont choquants. On nous dit que la rencontre des deux flots va entraîner une effroyable panique. Les personnes sont bousculées, piétinées, parmi elles des vieillards, des femmes, des enfants en bas âge, nous l'avons vu. Le flot déchaîné porte comme autant de butoirs les pliants emportés par les personnes âgées pour tromper l'attente, les valises et les ballots chargés d'humbles trésors, emportés à la hâte par les chefs de famille pour les soustraire aux pillards qui opèrent durant les bombardements. Le choc est terrible. Le Petit Var, le journal, soumis à la double censure des autorités allemandes et françaises, dira pourtant du souterrain non éclairé qu'il fut bientôt complètement obstrué par un véritable mur de chair pantelante. Voilà, c'est vraiment une expression qui nous montre toute l'horreur de la situation. Les secours s'organisèrent dans des conditions particulièrement difficiles. Les sauveteurs connurent les pires difficultés pour pénétrer dans le tunnel du fait de l'enchevêtrement des cadavres et des blessés. Voilà, une scène terrible, et donc j'ai retrouvé sur internet, lors d'une commémoration, l'endroit précis où cela s'est passé, et voici les images de ce fameux émissaire commun, ici, aujourd'hui en fonctionnement bien sûr. Il est temps de parler maintenant, avec plus de recul, du débarquement de Provence. Ce débarquement, c'est l'opération Dragoon. On voit sur cette carte comment les armées alliées, l'armée française d'Afrique, Canadiens, les Anglais et les Américains, comment ils ont participé donc, en débarquant par la mer, mais aussi par le ciel. Et par le ciel, il y a eu les planeurs, mais également, comme je l'ai raconté dans le roman, les parachutistes anglais, américains et français. Lorsque ceux-ci sont arrivés, ils ont été aidés par le réseau de la résistance locale qui était assez fort. Et donc dans cette zone de Draguignan, où en particulier au Muy, aux Arcs, à la Motte, etc. Si cela vous intéresse davantage, vous pouvez aller plus loin en visitant le site VAR 3945, site de l'historien Jean-Marie Guyon, qui est consacré à la résistance dans le Var. Aux Arcs en particulier, j'ai choisi de vous montrer ici quelques images qui m'ont inspiré par rapport à la construction de la narration. Donc là par exemple, le pont sur la Florière, alors c'est pas aux Arcs, mais c'est dans la zone, et j'en parle dans le livre, après sa destruction en 1944 lors du débarquement, et on voit que la résistance l'avait détruite pour empêcher le retrait des troupes allemandes. Mais la destruction de ce pont est aussi à l'origine d'une tragédie dans l'histoire locale, puisque effectivement les lorgués, les résistants lorgués qui devaient rentrer à l'orgue en passant par là, ne pouvant y passer, ils sont passés par les Arcs, et c'est là qu'ils ont été pris en embuscade par les soldats allemands, et 13 lorgués sont tombés lors de 13 jeunes en fait, ils sont tombés lors de cette attaque. Maurice
Emmanuel, Georges, Victor, Roger, Élie, Jean, Jacques, Joseph, François, Louis, Eugène et Gaston. Aux arcs sur l'avenue des 13 Lorguais où ils ont été attaqués. Il y a cette stèle qui commémore leur acte patriotique et courageux. Ici, je vous ai glissé quelques images que l'on trouve sur le site opérationdragoon.com, site très intéressant qui raconte très bien aussi la bataille des arcs en particulier. Et on voit les images des habitants, on voit les images des soldats qui entrent dans le village avec des résistants aussi. Et enfin, un petit bonus de ce making-of, l'affiche que voit André au chapitre 5 lorsqu'il décide de rentrer à la SNCF. J'espère que cette vidéo de making-of vous a plu et si ça n'est pas encore fait, qu'il vous a donné envie de lire ce roman. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à laisser un commentaire si cela vous a plu. À bientôt!